Bonjour, je suis Yara Alojami, je suis postdoctorante dans l'équipe 3 de l'unité INSERM e-Brain à l'Université de Tours et je vais vous faire aujourd'hui un petit résumé des sessions 5 et 7 du congrès ENCALS 2025 qui a eu lieu à Turin. Ces sessions étaient consacrées sur les mécanismes physiopathologiques de la SLA avec un focus sur la protéine TDP43. Commençons par la session 5 qui s'est tenue l'après-midi du 5 juin. Une des présentations marquantes de cette session, c'est celle de Pietro Fratta de l'Angleterre, qui s'est intéressé à la perte de fonction de la protéine TDP43 dans la SLA. Normalement, TDP43 est dans le noyau et régule l'épissage de l'ARN, notamment en empêchant l'inclusion de séquences appelées exons cryptiques. Mais dans la SLA, TDP43 se délocalise dans le cytoplasme. Le résultat, l'épissage est perturbé, des exons cryptiques sont inclus et ça peut produire des ARN messagers anormaux ou des protéines dysfonctionnelles. Deux exemples donnés dans cette présentation sont les gènes qui codent pour UNC13A et KCNQ2. Un épissage anormal de ces ARN suite à la perte de fonction de TDP43 peut avoir des effets délétères sur les neurones. Et ces effets délétères ont été observés suite à la perte de ces protéines mêmes ou suite à la perte de TDP43. Ces phénomènes d'exons cryptiques sont spécifiques aux cellules avec un dysfonctionnement de TDP43, ce qui en fait de bons candidats comme biomarqueurs pour détecter précocement les pathologies liées à TDP43 et mieux stratifier les patients. Mais ce n'est pas tout. L'équipe de Pietro Fratta a exploré aussi des approches thérapeutiques innovantes en développant un système appelé TDP-REG. Ce système repose sur l'exploitation de la perte de fonction de TDP43 et donc de l'inclusion des exons cryptiques pour activer de façon ciblée l'expression de protéines thérapeutiques, mais uniquement dans les cellules malades. Ce système est basé sur l'utilisation de AAV, vecteurs viraux adéno-associés, qui ne seront exprimés que dans les cellules ayant une perte de fonction de TDP43. Donc c'est une vraie piste de médecine de précision. La deuxième présentation, c'est celle de Elena Motaln qui vient de la Slovénie et qui a parlé du rôle de la phosphorylation de FUS dans la formation de la jonction neuromusculaire. FUS, comme TDP43, est une protéine de liaison à l'ARN normalement localisée dans le noyau. Dans la SLA, elle se retrouve dans le cytoplasme où elle forme des agrégats toxiques. Cette transition vers le cytoplasme est en partie régulée par une phosphorylation au niveau du résidu tyrosine 526. Quand FUS est phosphorylée à cet endroit, elle ne peut plus se lier à la transportine 1 et reste donc dans le cytoplasme. Les chercheurs ont utilisé différents modèles, dont une co-culture de myotubes humains et de neurones issus de moelle épinière embryonnaire de rats pour étudier la localisation de FUS phosphorylés. Ils ont montré par immunocytochimie que cette forme phosphorylée est présente dans les axones en maturation et surtout au niveau des jonctions neuromusculaires. Ils ont utilisé aussi des neurosphères humaines et murines pour voir que FUS est exprimé dans les neurones et les astrocytes en différenciation. En parallèle, ils ont démontré que plusieurs kinases sont capables de phosphoryler FUS euh, au résidu 526. Or, l'activité de ces kinases est augmentée en période de développement, puis régulée, avant de redevenir anormalement élevée dans les maladies neurodégénératives. La troisième présentation par Marcelo Giunta de la Belgique a exploré l'épitranscriptomique et plus précisément la méthylation M5C de l'ARN. Dans cette étude, les chercheurs se sont intéressés à cette modification chimique en analysant des données transcriptomiques issues de tissus post-mortem de patients atteints de SLA, plus précisément la moelle épinière et le cortex frontal, ainsi que des modèles cellulaires de perte de fonction de TDP43.
Leur analyse a révélé une diminution significative de plusieurs enzymes M5C dans les tissus SLA, comme dans tous les modèles de knockout TDP43 qu'ils ont utilisés. Ils ont aussi utilisé des cellules de neuroblastomes où TDP43 était silencé. Ils ont observé deux choses. Un, une baisse globale du niveau de méthylation M5C sur l'ARN et deux, une relocalisation anormale de certains lecteurs de cette marque épitranscriptomique du noyau vers le cytoplasme. Le séquençage de l'ARN a confirmé après que ces perturbations de la méthylation M5C affectent des voies clés dans la SLA, comme l'entretien des axones ou la transmission synaptique. Donc, en résumé, ils ont montré que la perte de TDP43 entraîne une diminution globale de la méthylation M5C de l'ARN, démontrant ainsi un lien direct entre TDP43 et l'épitranscriptomique. La quatrième présentation dans cette session était par Josephiane Goethals de la Belgique aussi, qui s'est intéressée au rôle de l'acétylation de l'alpha-tubuline dans la régulation du transport axonal. Les chercheurs ont étudié l'impact pharmacologique de la modulation de cette acétylation en ciblant en particulier le HDAC6, une histone désacétylase localisée exclusivement dans le cytoplasme et connue pour moduler la stabilité des microtubules via la désacétylation de l'alpha-tubuline. L'inhibition de HDAC6 n'a pas amélioré le transport mitochondrial ou axonal dans les motoneurones sains. En revanche, une diminution de cette acétylation a entraîné des altérations marquées du transport axonal, notamment un phénomène de rétraction ou d'effondrement des neurites, mettant ainsi en évidence l'importance de l'acétylation pour le maintien de la structure et des fonctions axonales. La cinquième étude a été présentée par Anna Barbieri de l'Italie, qui a exploré comment l'activation des astrocytes, et en particulier la prolifération induite par CEMIC, perturbe la communication entre neurones et cellules gliales dans la SLA. Dans un modèle murin de SLA portant une mutation de TDP43, les chercheurs ont observé que les astrocytes deviennent d'abord proliférants avant de s'activer fortement avec une augmentation de la GFAP qui est un marqueur classique de la gliose. Des analyses génétiques ont révélé des polymorphismes enrichis dans le gène CEMIC chez les patients atteints de SLA, suggérant un lien direct entre cette voie et la maladie. En étudiant après différents modèles comme des cellules primaires, des lignées humaines et des motoneurones dérivés d'IPS, l'équipe a constaté que la perte de TDP43 entraîne une activation excessive de CEMIC avec sa phosphorylation et sa stabilisation dans les astrocytes. Ils ont également montré que cette activation de CEMIC favorise la prolifération des astrocytes, mais surtout altère leur rôle de soutien aux neurones. Et en effet, ces astrocytes relarguent des vésicules extracellulaires dysfonctionnelles qui sont pauvres en protéines essentielles à la survie des neurones. Ce type de vésicule extracellulaire altéré a aussi été retrouvé dans le liquide cérébrospinal de patients SLA, ce qui pourrait en faire un biomarqueur de l'astrogliose pathologique. La dernière présentation de cette session par Santiago Moura du Royaume-Uni s'est intéressée aux interneurones V1 qui contrôlent l'excitabilité des motoneurones. Grâce à la transcriptomique spatiale chez un modèle murin de SLA, il a montré que les interneurones V1 dégénèrent avant même les motoneurones. L'étude révèle également des changements spécifiques d'expression génique dans ces interneurones, notamment une baisse marquée de gènes essentiels à la transmission synaptique comme le UNC13A. Donc pour résumer, cette session met en lumière des mécanismes cellulaires et moléculaires précoces impliqués dans la SLA, allant des défauts d'épissage liés à TDP43 aux altérations de la méthylation de l'ARN et du transport axonal.
Ensemble, ces travaux soulignent l'importance des événements précoces pour mieux diagnostiquer, stratifier et traiter les patients atteints de SLA. Je vais passer maintenant à la session 7 qui s'est tenue le 6 juin et qui était consacrée à la protéine TDP-43. La première présentation de cette session a été faite par Emanuele Buratti qui vient de l'Italie. Il a soulevé une question essentielle. Quelle altération de TDP-43 faut-il cibler en priorité? Plutôt que de se concentrer uniquement sur les agrégats, il propose d'explorer la temporalité des événements pathologiques pour mieux identifier les étapes clés à cibler. Son équipe a cartographié le pokétome de TDP-43, c'est-à-dire l'ensemble des poches ou sites de liaison potentiels où de petites molécules pourraient agir. En testant des composés déjà connus pour leur effet neuroprotecteur dans d'autres maladies, il a évalué leur impact sur différents modèles de SLA liés à TDP-43. L'objectif, réduire l'agrégation, corriger la localisation cytoplasmique anormale et moduler les modifications post-traductionnelles de TDP-43. Donc, utiliser une approche rationnelle qui agit sur des structures fonctionnelles spécifiques de TDP-43. La deuxième présentation était celle de Alexandra Hurst de l'Allemagne. Elle s'est intéressée à l'impact du vieillissement et de la SLA sur le transport nucléocytoplasmique. L'équipe a utilisé des fibroblastes issus de sujets jeunes, adultes et âgés, ainsi que des fibroblastes de patients SLA porteurs de mutations FUS ou Sénaforf 72. Ils ont observé que les protéines de liaison à l'ARN, normalement localisées dans le noyau, s'accumulent anormalement dans le cytoplasme, aussi bien dans des modèles de vieillissement que dans la SLA. Ce phénomène semble directement lié à des défauts du transport nucléocytoplasmique, un processus déjà connu pour être perturbé dans plusieurs maladies neurodégénératives et qui pourrait représenter une cible thérapeutique dans la SLA. La troisième présentation par Tatiana Langerova, qui vient du Royaume-Uni, a exploré une piste innovante pour identifier précocement les maladies neurodégénératives, détecter les agrégats de protéines dans le tractus gastro-intestinal. Dans cette étude, des tissus digestifs de patients souffrant de troubles gastro-intestinaux inexpliqués ont été analysés par histologie à la recherche d'agrégats pathologiques de TDP-43, SOD1, FUS, Tau et alpha-synucléine. Résultat marquant, 60% des échantillons présentaient au moins une protéinopathie, en particulier de TDP-43, souvent associée à un diagnostic neurologique ultérieur. Ils ont aussi observé que les patients chez qui plusieurs agrégats étaient présents, notamment TDP-43, Tau et alpha-synucléine, présentaient une espérance de vie significativement réduite. Cette approche ouvre la voie à un diagnostic plus précoce et peut-être à une meilleure stratification pronostique des maladies neurodégénératives. La quatrième présentation de Matteo Zanovello de Londres a présenté des travaux montrant un lien direct entre la pathologie TDP-43 et l'activation du système immunitaire adaptatif. Il a montré que la perte de fonction nucléaire de TDP-43 entraîne l'apparition de protéines cryptiques issues de transcrits anormaux qui ne sont normalement pas exprimés. Ces néoantigènes sont ensuite reconnus par les lymphocytes T, entraînant leur activation et leur prolifération. Des épitopes cryptiques ont aussi été détectés dans le liquide céphalorachidien de patients atteints de SLA et leur présence a été corrélée avec une réponse immunitaire accrue. Ces lymphocytes T ciblent spécifiquement les cellules présentant une dysfonction de TDP-43, contribuant ainsi potentiellement à la dégénérescence neuronale.
Pour la cinquième présentation, John Jamal, qui vient de Londres, a présenté une analyse bioinformatique approfondie de l'utilisation différentielle des exons dans la SLA en comparaison avec des témoins sains. Grâce à un pipeline innovant, il a pu détecter de nouveaux exons non annotés dans le transcriptome, révélant des altérations jusque-là passées inaperçues dans les études classiques dans la SLA. Parmi les résultats marquants, on retrouve la DNMT3A, une ADN méthyltransférase clé dans la régulation épigénétique, suggérant ainsi un lien entre épigénétique et dérèglement du traitement de l'ARN dans la SLA. La présentation suivante de Cathy Hanna, Royaume-Uni, a exploré une piste prometteuse pour le diagnostic précoce de la SLA en s'intéressant à un organe accessible qui est la peau. Partant du fait que les cellules neuronales et les cellules de la peau partagent une origine embryonnaire commune, son équipe a étudié la peau de patients atteints de SLA, notamment dans une cohorte pré-symptomatique. Ils ont mis en évidence des altérations structurales comme une modification de la densité du collagène, mais surtout, ils ont détecté des agrégats de TDP43 dans certains faisceaux neurovasculaires périphériques, ainsi que dans les glandes sudoripares et sébacées, notamment au niveau du dos et des épaules. Ces résultats suggèrent que des marqueurs cutanés de la pathologie de TDP43 pourraient être utilisés avant l'apparition des symptômes moteurs, ouvrant ainsi la voie à une détection plus précoce de la SLA via de simples biopsies de peau. Dans la septième et dernière présentation de cette session, Marcus Keating du Royaume-Uni a utilisé un modèle in vivo chez le poisson zèbre pour disséquer le rôle des différents types cellulaires dans la neurodégénérescence liée à TDP43. Son équipe a généré des modèles où la pathologie TDP43 était restreinte soit aux neurones, soit aux oligodendrocytes, ou bien présente dans l'ensemble du système nerveux. Quand TDP43 était exprimé partout, ils ont observé une réduction de l'épaisseur axonale distale, un gonflement proximal des axones et une perte de la myéline. Lorsque la pathologie liée à TDP43 était limitée aux neurones ou aux oligodendrocytes, la myéline était altérée. Les déficits moteurs étaient principalement présents quand la pathologie touchait les neurones. Donc ces résultats montrent que si oligodendrocytes et neurones contribuent tous deux à la pathologie, ce sont bien les neurones qui sont les principaux médiateurs des altérations fonctionnelles dans la SLA. Pour résumer, cette session a clairement mis en évidence le rôle central de TDP43 dans la physiopathologie de la SLA. Qu'il s'agisse de sa délocalisation cytoplasmique, de ses agrégats pathologiques, de ses effets sur la régulation de l'ARN ou encore de sa capacité à déclencher une réponse immunitaire adaptative. Merci.